Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre et d'être présents aujourd'hui et de participer, je l'espère tout à l'heure, dans la dernière phase de cette table ronde, à ces rencontres digitales pour la relance économique organisées par MM Conseil. 3 tables rondes, une aujourd'hui et 2 le 16 juillet prochain, une stratégique, il s'agit de la relance, on va parler de l'épargne, de la façon de réorienter le cas échéant l'épargne des Français et pas explicitement ou pas exclusivement cette épargne forcée qui a été accumulée pendant la période du confinement. On y reviendra dans un instant. Je voudrais d'emblée remercier et vous présenter très rapidement les 6 invités, les 6 orateurs de cette table ronde digitale. Je voudrais remercier d'emblée le député Jean-Noël Barrot, député des Yvelines. Je reviendrai à vous dans quelques instants, monsieur le député. Merci de votre présence et de présider symboliquement cette table ronde digitale. À vos côtés, pour intervenir, des acteurs de terrain, qu'ils soient à la fois banquiers d'affaires ou conseils, mais aussi représentants de leur profession, avec Catherine Charrier-Lefebvre de la Banque Postale, Philippe Crevel du Cercle de l'Épargne, David de Charlet d'Anacofi, Thomas Friedberger de Tikeo ou Éric Pinon de l'AFG, l'Association de gestion financière, l'Association française de gestion financière. Je vous repasse la parole, bien sûr, je vous passe la parole les uns et les autres dans un instant. Quelques précisions à l'ensemble de notre salle virtuelle, de nos auditeurs, pour le bon déroulé de cette table ronde digitale et, je l'espère, vos interventions, vos questions dans quelques minutes après les premières interventions de nos orateurs. D'abord, vous savez que vous pouvez nous envoyer un petit message écrit par la messagerie Zoom. L'équipe des mêmes conseils récupérera votre message et me pilotera, m'aidera, me guidera en m'indiquant qu'il y a des questions et je vous appellerai ceux qui voudraient intervenir pour relancer nos orateurs. Si vous avez la parole, ouvrez votre micro évidemment. Si vous ne l'avez plus, quand vous ne l'avez plus, coupez-le s'il vous plaît. Quand vous entrez dans la salle virtuelle, coupez-le aussi, s'il vous plaît, les uns et les autres. Alors, on commence avec peut-être, monsieur le député, en se souvenant que vous avez publié il y a peu une tribune sur cette idée que l'épargne des Français doit être un levier à la fois de la transition écologique, de la transition solidaire, mais il y a cette dimension particulière qui est celle du confinement et d'une certaine retenue et donc d'un certain gonflement, mais Philippe Crevel y reviendra dans un instant, sur le constat de l'épargne des Français. Comment abordez-vous cette question de la mobilisation de l'épargne, de ce à quoi elle doit servir? Je voudrais rappeler que vous êtes député modène des Yvelines, que vous êtes au départ un économiste. Vous avez enseigné 5 ans au MIT à Boston, à HEC ensuite, et vous êtes d'ailleurs le député de la circonscription des Yvelines sur lequel se trouve HEC. Vous êtes vice-président de la commission des finances et rapporteur de la loi Pacte, des éléments, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce CV complet et bien précis aujourd'hui, qui justifie, qui explique évidemment votre présence parmi nous. Vous êtes un des experts de ce sujet. Alors, cette question de l'épargne et de son orientation aujourd'hui, comment vous l'abordez? Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de me retrouver sur cette table ronde virtuelle avec un certain nombre de personnes avec lesquelles nous travaillons régulièrement sur ce sujet. Vous savez que d'ailleurs, au sujet de l'épargne, une mission d'information a été lancée il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, qui a été interrompue par la crise, mais qui va reprendre ses travaux très prochainement. Évidemment que la question de l'épargne est un élément fondamental de la relance économique, puisque avec le Covid, c'est constitué une épargne forcée et que certaines des questions qu'on se posait déjà avant se reposent avec une acuité toute particulière. Il y a pour nous deux objectifs dans l'activation de cette épargne. Le premier objectif, c'est de l'activer ou de la transformer en consommation pour que la demande reparte. La consommation, c'est le moteur principal de la demande avec l'investissement des entreprises et les exportations, mais il est essentiel que la consommation reparte. Et pour cela, on a quelques outils. C'est ce qu'on a fait pour l'automobile, par exemple, avec la prime à la conversion et le renforcement du bonus écologique, où on dit en gros, si vous mettez 10
si vous désépargnez de 10, eh bien, vous pouvez faire levier avec des aides d'État et booster votre consommation. Et on l'a fait évidemment dans un sens qui concilie je dirais l'augmentation de la demande avec des objectifs de transition écologique. Il y aura peut-être d'autres outils de ce type-là à mettre en place. C'est l'idée de chèques en nature en quelque sorte, enfin, qui permettent là aussi d'activer la consommation. Et nous aurons peut-être à y revenir, mais ce qui a le plus de chances de stimuler la consommation, ce sont les dispositifs. Un peu, mais c'est surtout le retour de la confiance. Et c'est la confiance qui fera sans doute désépargner un peu les Français. Donc, le premier objectif, c'est d'activer la consommation. Le deuxième objectif, et qui est fondamental, c'est de poursuivre ce qui a été déjà engagé depuis 3 ans, c'est-à-dire de consolider les fonds propres des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve je dirais, au carrefour de la reprise et de la relance avec des entreprises qui sont très endettées et qui vont avoir besoin de fonds propres solides pour surmonter l'épisode de très forte turbulence qu'elles sont en train de traverser. Pour cela, il y a différentes manières de procéder. Et là aussi, l'objectif est à la fois de consolider les fonds propres des entreprises, mais aussi de les accompagner dans leur transition vers des modèles de croissance un peu plus respectueux de l'environnement, un peu plus responsables. Où se situent les grandes masses ? Dans l'absolu, elles se situent, même si ce n'est pas vers ces placements-là que s'est constituée l'épargne forcée liée au Covid, elles se situent bien sûr sur les placements d'assurance vie notamment. Donc, ce que nous avons fait avec un certain nombre d'acteurs qui sont autour de la table, c'est dans le cadre de la loi Pacte d'essayer de créer de nouveaux produits de placement, notamment pour l'épargne retraite, l'épargne de long terme, qui permettent aux Françaises et aux Français d'accumuler une épargne qui, puisqu'elle est placée à long terme, eh bien, va s'orienter vers des actions et notamment des actions dans des entreprises, y compris des entreprises solidaires ou des entreprises qui sont engagées dans la transition écologique, puisque dans le plan d'épargne retraite qui a été créé par la loi Pacte, l'option qui est systématiquement proposé aux épargnants, c'est un fonds solidaire. Et puis, s'agissant de l'assurance vie, on a aussi instauré de nouvelles obligations pour les assureurs de présenter dans les contrats multisupports des options vertes, des options solidaires et des options responsables. Vous dites que cette dimension du fléchage vers ce type d'entreprise ou celles qui sont engagées dans ce processus, le public y est sensible et qu'il faut profiter de cette sensibilité qui s'est renforcée depuis la période. Il est absolument sensible. On le sait parce que quand on regarde les souscriptions de produits à composantes vertes solidaires, on s'aperçoit qu'elles sont en très forte croissance. En 2019, elles ont doublé, 800 000 souscripteurs de fonds solidaires, de finances solidaires en général, contre 400 000 l'année précédente. Et par ailleurs, on a désormais, je dirais presque des preuves académiques, universitaires, grâce à un travail qui a été mené sur des données d'Amundi par Marie Brière et son équipe, que lorsqu'on présente un fonds à composante solidaire, donc les fonds solidaires, je rappelle que ce n'est pas des fonds intégralement investi dans l'économie sociale et solidaire, c'est uniquement 10% du fonds qui est investi vers l'économie sociale et solidaire, et bien quand on présente à des épargnants ou à des salariés un fonds solidaire, eh bien, ils ont une proportion beaucoup plus grande que si on ne leur en propose pas à placer leur argent sur ces fonds et donc à orienter leur épargne vers des actions. Et donc, on sait que ça marche. Alors, merci pour cette introduction. On va revenir peut-être sur ces nouveaux produits avec les différents orateurs de la table ronde. Une remarque peut-être, mais ce n'est pas pour vous faire rebondir tout de suite, mais c'est pour cadrer un peu le débat. Vous parlez de consommation, ça veut dire que dans l'épargne, vous insistez notamment sur le premier des 3 aspects, court, moyen et long terme. Sur l'épargne, vous dites, bah oui, mais consommation. On pourrait vous dire, vous insistez sur le court terme, mais ce sera peut-être l'objet d'une discussion ou de réaction des autres orateurs. Je vais me tourner vers Philippe Crevel. Bon, je rappelle donc que vous êtes le directeur du Cercle de l'épargne qui informe, observe, étudie en permanence cette dimension pour les Français et qui essaye d'en faire d'ailleurs la pédagogie, qui est un des aspects essentiels, on le verra tout à l'heure, et notamment avec Éric Pilon. Le constat d'abord, elle est de combien cette masse aujourd'hui d'épargne forcée? Est-ce que ça change le paradigme, la façon d'observer la problématique du comportement des Français et de leur épargne? Quelle est votre analyse, Philippe Crevel? Alors, pendant les
les mois de confinement, pendant les semaines de confinement, évidemment que les Français ont épargné davantage. Le taux d'épargne a atteint plus de 30%. On estime entre 75 et 100 milliards d'euros qui auraient été épargnés. C'est de l'épargne subie, contrainte. Les Français ne pouvaient pas consommer. La consommation a baissé de plus de 30% au cœur de la période de confinement. Donc, par définition, l'épargne, qui est de la renonciation à la consommation, a augmenté. Mais il faut signaler que le taux d'épargne avait commencé à progresser avant même l'histoire du confinement. Depuis 2018, le taux d'épargne en France augmentait progressivement. On était passé de 13,5% à 15% du revenu disponible brut, bien loin des 30%, mais qui sont purement temporaires, purement, on va dire, accidentels. Mais ce qui était important, c'est que le niveau d'anxiété en France était relativement important avant même la crise du Covid-19, anxiété nourrie par évidemment les gilets jaunes, par la réforme des retraites qui avait incité les Français à mettre de plus en plus d'argent de côté, de plus en plus liquide, car évidemment, on constate depuis donc 2 ans et surtout pendant la période de confinement, c'est l'envolée des dépôts à vue qui dépasse aujourd'hui 430 milliards d'euros. Pour la petite histoire, ils étaient de 200 milliards d'euros lors de la crise de 2008-2009, avant la crise de 2008-2009, ils ont plus que doublé. Et par ailleurs, on a vu évidemment le livret A engranger, malgré la baisse de son rendement, des milliards d'euros, plus d'une dizaine de milliards d'euros, rien que sur donc, la période du confinement. Ça, c'est assez normal. Quand on est dans une situation historique, atypique, les Français recherchent quoi? Recherche de la sécurité et de la liquidité. Donc, ça a fait le bonheur des dépôts à vue et ça a fait évidemment le bonheur du livret A. Je dirais que c'est assez logique. Il en aurait été différemment, qu'on aurait pu se poser vraiment des questions. Alors, Philippe, une chose, d'abord, peut-être un tout petit mot sur la bonne nouvelle dans ce contexte, ou une bonne nouvelle, c'est que les Français ne sont pas sortis vraiment des actions, ils y sont même un peu revenus. Et puis, par ailleurs, la question, c'est, OK, est-ce que c'est une cagnotte? Comment l'orienter, ou est-ce qu'il faut être prudent à la façon d'aborder cette bulle qui n'est pas forcément automatiquement orientée vers ce qu'on voudrait? La bonne action, la bonne nouvelle d'abord. Sur le premier point, c'est vrai qu'à la différence des autres crises, bulle Internet ou la crise de 2008-2009, les Français ne sont pas sortis en masse du marché actions, voire il y a 150 000 nouveaux actionnaires, essentiellement des jeunes, il faut le souligner, selon donc l'autorité des marchés financiers, qui ont profité des bonnes affaires, qui se sont dit la bourse qui était au plus haut donc en 2019, après une année exceptionnelle et qui a baissé de 37% au cœur de la crise, eh bien, les actions ne sont pas chères, on peut y aller. Et là, c'est un changement de comportement très net en France et qui prouve que la pédagogie commence donc à porter ses fruits. C'est une bonne nouvelle. Sur le deuxième point, sur l'histoire de la cagnotte, évidemment que tout le monde lorgne dessus entre la relance de la consommation, entre la réorientation nécessaire de l'épargne, qui est une vieille antienne en France, évidemment qu'on lorgne dessus. Comme l'a dit fort justement Jean-Noël Barrot, c'est évidemment par la confiance, c'est évidemment par un climat non anxiogène que à la fois les Français retourneront sur le marché de la consommation et ils réorienteront progressivement vers des placements longs. D'ailleurs, la loi Pacte favorise avec le PER, le plan d'épargne retraite, et il faut signaler qu'avant la crise du Covid, le PER rencontrait un succès réel au sein de l'opinion publique avec des souscriptions importantes. Donc, je pense que la situation va se banaliser, ou il faut l'espérer le plus vite possible, on n'aura pas une deuxième vague. Évidemment, il y aura cette question de la réorientation, mais c'est avant tout la confiance, la stabilité également. Je ne crois pas au système exceptionnel pour favoriser tel ou tel placement. Moi, je crois à la stabilité de la législation. Je crois également à des messages donc de confiance. Alors, je vous relancerai tout à l'heure sur la façon d'orienter un PEA, unité de compte et le message positif nécessaire sur lequel vous insistez. Mais je me tourne d'abord vers Catherine Charrier-Leflèvre. Vous êtes donc la directrice générale adjointe de la Banque Postale, en charge de l'assurance en particulier. Vous avez absorbé CMP Assurance, je le rappelle, il y a quelques temps. Le contexte aujourd'hui et ce vers quoi il faut aller, à votre avis, compte tenu du comportement des Français? Alors,
D'abord, on n'a quand même pas parlé du contexte général. Je voudrais juste le rappeler en quelques chiffres parce que je pense qu'il fragilise de façon durable le tissu économique. Je vais juste citer quelques chiffres. La baisse du PIB qui va dépasser les 10%. Pour rappel, sur la crise de 2008-2009, elle avait été inférieure à 3%. Le risque de défaillance des entreprises qui a significativement augmenté à plus de 15%, le pic du chômage qui est attendu de l'ordre de 12% pour 2021. Bref, on est quand même dans un contexte extrêmement complexe. Face à ça, le gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles, le PGE qui va atteindre 100 milliards, dans lequel évidemment nous avons été tout à fait à la manœuvre en tant que banque postale. Le chômage partiel, le report des échéances sociales et fiscales, ça c'est le contexte. Alors effectivement, on a constaté ce qui a été dit dans les interventions précédentes, une augmentation très très significative de tout ce qu'on appelle l'épargne de précaution. On l'a ressenti aussi à la Banque Postale, je vais vous donner 2 chiffres. Janvier-février, on était sur l'épargne, alors livret A, dépôt à vie, sur une décollecte de moins 300 millions. Pendant le confinement, on est passé à plus de 6 milliards. Donc, on est évidemment dans cette situation-là. Je suis d'accord avec Philippe Crevel pour dire que dans ce contexte, on a quand même une bonne nouvelle, c'est de voir que les taux d'unité de compte restent bons. 33%, on est revenu à peu près au niveau d'avant la crise. Ça aussi, c'est quelque chose de très différent des crises précédentes où le taux, la diversification s'était écroulée, le taux du C s'était écroulé. Et puis l'autre chose aussi que je considère comme une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de rachat massif sur l'assurance vie. En tout cas, on n'en a pas eu à la Banque Postale, mais il n'y en a pas eu sur le marché. Alors aujourd'hui, pour relancer, là je vais vous donner un éclairage terrain. Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Vous savez qu'on a un maillage très important avec notre réseau commercial sur l'ensemble de la France. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de relancer cette épargne de précaution qui est à la fois d'épargne forcée et d'épargne de précaution? Premier sujet, on a mis à profit la période de confinement pour former nos commerciaux. Alors, les former en profondeur, tout d'abord, sur toute la partie retraite, et puis d'autre part sur comment j'accompagne mes clients, comment je les rassure pour les pousser vers plus de diversification et d'investissement sur le long terme. Donc de fait, depuis qu'on est sorti du confinement, le plan d'épargne retraite repart. L'autre possibilité que nous donne la loi Pacte, à savoir les transferts d'anciens contrats vers des nouveaux contrats avec des taux en unité de compte significativement plus importants, est reparti. Et ça aussi, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Et enfin, je reviens sur ce qu'a dit Jean-Noël Barrot. Moi, je suis absolument convaincue que la crise Covid a élevé les attentes des clients sur le fait d'avoir une banque responsable, sur savoir où vont leur argent, le sens de l'épargne. Et donc, nous, on a un gros succès sur notre gamme ISR. Vous savez qu'à la Banque Postale, on a pris une décision qui a été de basculer l'ensemble de nos actifs en 2020, 100% ISR. Et ça, c'est vraiment un discours qui porte parce que je crois qu'aujourd'hui, les épargnants ont besoin de savoir à quoi sert leur épargne pour investir dans quoi et d'avoir une épargne qui soit responsable. On reviendra, si vous permettez, sur les critères, les labels ISR. Oui. Cette notion de label, le député Barrot y est très attaché, en effet, peut-être dans un instant, mais je voudrais poursuivre la discussion sur le diagnostic et sur la capacité à aider les Français à prendre conscience, à se réorienter. On va parler de pédagogie. Mais d'abord, dans le rapport entre le cash, je dirais, et les entreprises et la façon de travailler l'orientation. Thomas Friedberger, merci vous aussi d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Tikeo, vous y êtes depuis 2014, après 20 ans en banque d'affaires, donc le directeur général investissement et gestion d'actifs. Le rôle de l'asset management aujourd'hui, pour vous, c'est un des maillons clés de la chaîne d'orientation de façon positive du management, de l'épargne des Français, en dézoomant un peu et en ayant peut-être une vision plus large encore que simplement l'épargne des particuliers, bien entendu. Quelle est votre vision de la chose, l'asset management?
Merci Thierry. Oui, oui, effectivement, l'asset management, c'est un gros secteur dans l'économie puisque la masse d'épargne, les encours sous gestion dans le monde, dans l'industrie de l'asset management, c'est à peu près une fois le PIB mondial, c'est à peu près 80 000 milliards de dollars aujourd'hui. Donc effectivement, il y a un impact très fort de l'asset management. Et puis dans cette crise du Covid, ce qu'on peut constater et ce qu'on peut espérer, c'est surtout que l'État ne pourra pas tout faire seul, évidemment, et que l'État a besoin de partenaires privés et notamment de partenaires privés qui sont capables de flécher l'épargne vers la relance économique. Dans ce cadre-là, je crois que le rôle de l'asset management, en tout cas tel qu'on le perçoit chez Tikehau, est très important parce que autant en 2008, il est possible que les déboires du secteur bancaire soient venus de l'incapacité des banques à justifier, à expliquer des pertes extrêmement complexes à expliquer sur des produits qui ne sont pas qui n'étaient pour la plupart pas des produits de prêt à l'économie, enfin de financement de l'économie, mais plutôt des produits de trading. Ce qui a valu en fait cette perte d'image des banques, on va dire, dans la presse, auprès des gouvernements, etc. Pour l'asset management, il ne faut pas que ça se passe de la même manière cette fois-ci. Et c'est pour ça que c'est très important, à mon avis, de préciser que le rôle de l'asset management, c'est de capter une partie de l'épargne mondiale pour la réorienter dans le financement de l'économie. C'est comme ça qu'on voit ce… Il y a deux points clés dans le rôle que vous voulez qu'on réalise que joue en fait l'asset management. Vous nous dites que c'est à la fois la problématique de la dette pour les entreprises et la problématique de l'investissement. Il faut qu'on revienne sur cette équation pour jouer un rôle positif, pour permettre à la fois de gérer la dette, et en même temps de poursuivre et de développer même l'investissement. C'est ça le nœud. Absolument. On peut simplifier le problème en disant voilà, les prêts garantis par l'État et la réponse des gouvernements et des États, pas seulement en France, un peu partout, étaient tout à fait appropriés, proportionnés et rapides. Les prêts garantis par l'État, c'est vu aujourd'hui comme une injection de cash qui permet aux entreprises de passer la crise. Ça sera vu probablement à partir de septembre comme une dette à rembourser, puisque finalement c'est ça. Et cette dette à rembourser, dans un contexte de croissance qui va s'affaiblir, de mondialisation qui va s'estomper, nécessitera des injections de capital. Et donc, l'un des rôles de l'asset management, notamment du private equity, c'est d'injecter du capital dans des entreprises de croissance, finalement. Mais alors, comment vous voulez qu'on procède au renforcement, parce que c'est ça votre sujet, des capitaux propres des entreprises? C'est le segment du capital développement, par exemple, donc, qui consiste à accompagner des entrepreneurs dans leur stratégie de croissance. Le venture capital, le capital risque, c'est financer finalement des pertes pour parier sur une technologie de demain. Le LBO, c'est acheter des entreprises de manière majoritaire, avec un effet de levier, avec une grosse dimension, ce qu'on appelle de cash out, c'est-à-dire que l'entrepreneur qui vend sa société sort de la société. Et entre les deux, il y a le capital développement, qui est finalement accompagner en tant que partenaire minoritaire une entreprise en forte croissance dans sa stratégie de croissance en injectant du capital, du savoir-faire, du réseau international, et c'est ce qu'on essaye de faire. Peut-être j'aimerais réagir sur la première remarque de M. le député au départ. On est tout à fait d'accord que auparavant, pour être durable, la croissance devait être rentable par définition, sinon elle n'était pas durable. En plus de ça, à partir de maintenant, on est convaincu que pour être rentable, la croissance devra aussi être durable. Et dans ce cadre-là, c'est très intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis avec les produits d'épargne retraite 401K, pour lesquels les produits de finance, les produits ESG, sociaux et solidaires, ont eu un grand succès. Et le gouvernement qui essaye de les sortir en fait du scope des 401K parce que le gouvernement américain considère que ces critères ESG sont un frein au rendement et que les retraités américains méritent le rendement maximal. On n'est pas du tout d'accord avec ça et ça résonne totalement avec ce que disait M. le député en introduction. On pense maintenant on pense tout à fait que l'ESG est un facteur de création de valeur sur le long terme et qu'on ne peut plus différencier les critères financiers des critères extra-financiers dans les décisions d'investissement. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les décisions d'investissement qu'on prend chez Tikehau comportent des critères ESG. On reviendra peut-être d'abord avec Mme Charrier-Leflaive et vous-même sur Solva 2, peut-être, les questions fiscales. On reviendra aussi sur un point clé, c'est que vous nous dites, et je vous redonnerai la parole, qu'il y a un risque considérable de voir se fracturer encore les entreprises qui vont avoir accès
facilement au crédit, et puis celle peut-être d'un marché intermédiaire, les PME, les ETI, qui auraient plus de difficultés. Donc là, vous avez d'où votre rôle à jouer sur lequel vous insistez. Mais avant de vous passer la parole sur ce point-là, je vais me tourner vers Éric Pinon et David Charlet pour clore ce premier tour de table. À travers Éric Pinon, vous êtes le président de l'AFG, vous-même à la tête d'une société de gestion, mais la financière de l'Échiquier. Mais là, vous représentez la profession, évidemment. Vous nous dites qu'aujourd'hui, il faut poursuivre comment dirais-je, la formation culturelle des Français en matière d'épargne pour les amener à segmenter mieux leur épargne. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, suite à ce que vient de dire Thomas, mon cher membre Tikeo, et ce qu'a dit également Madame Charrier-Lefebvre, c'est que je pense qu'on doit se rappeler, ou on doit rappeler au début de cette réunion d'aujourd'hui, que depuis de nombreuses années, le patrimoine global des Français, par plein de sujets. On en a parlé, Jean-Noël Barrot expliquait ça, et nous avons beaucoup travaillé sur la loi Pacte avec lui, entre autres pour relancer l'épargne longue. Beaucoup des actifs des clients sont partis dans la partie immobilière. Donc déjà, il faut rappeler que le patrimoine français aujourd'hui est à plus de 70% investi dans de l'immobilier. C'est certainement un très bon placement. Pour autant, il a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il n'est pas aussi liquide que d'aucuns l'espèrent, et en tout état de cause, il est souvent sujet à crédit associé. L'autre point par rapport à la remarque que vous faites et à ce que je veux dire, et ça c'est un point très important pour tout le monde de rappeler ça, c'est que l'épargne est une réserve de consommation long terme. Je dis ça, Philippe Revel corrigera en économiste le propos que je tiens, mais c'est toujours l'idée. Mais nous n'avons pas d'épargne de même nature. Les uns ont des épargnes à 3 mois, à 3 ans ou à 20 ans. Alors, on a beaucoup travaillé dans le cadre du PER post-loi Pacte. On travaille beaucoup, Madame Charrier-Lefebvre l'a également évoqué, sur des transformations de fonds en euros en fonds en UC, comme on dit, sachant qu'il ne faut pas se tromper, tous les UC ne sont pas sensibles, tous les UC ne sont pas exposés. Et je rappelle toujours, moi, avec 40 ans de métier, que quand j'ai démarré dans cette carrière, j'entendais des clients dire « je suis en SICAV, je risque rien ». Des SICAV monétaires, il y avait des SICAV actions. Les UC, c'est un peu pareil. Il y a des UC avec des placements, Thomas vient de le rappeler, des UC même qui utilisent effectivement du non-coté ou de l'investissement. Moi, je crois qu'il est utile donc pour le client épargnant, mais mon ami David Charlet en parlera sûrement derrière. Et là, c'est les propos qu'a tenu Jean-Noël Barrot il y a quelques jours entre dans la presse en disant, il l'a redit d'ailleurs en faisant sa présentation, les investisseurs ont confiance ou doivent avoir confiance en la France et en l'économie. Je m'amuse à paraphraser, pour ceux qui ont suivi les réunions d'Aix-en-Seine ce week-end, le président Kennedy en 61 qui parlait ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je m'amuse à paraphraser aujourd'hui sur ce sujet de relance. Ne demandez pas ce que l'économie peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'économie. Et je rajoute, vous allez en profiter. Parce que je crois que tout le problème qu'on a, et ça c'est essentiel, je pense que, encore une fois, Madame Charrier-Lefebvre à la Banque Postale, qui est autour de cette table, peut-être celle de la représentation du plus de la plus grande population clientèle, si je puis dire, nous avons un souci de permettre, et c'est ce qui était le souhait de la loi Pacte, et Jean-Noël Barrot a beaucoup travaillé là-dessus avec nous, pour que l'ensemble des épargnants profitent de l'économie et de la croissance du pays. Donc je pense qu'il est utile aujourd'hui, bien entendu, de redonner, Thomas vient de le rappeler, tout le monde le rappelle, des visions ESR. En France, on parle beaucoup ESG, pardon. En France, on parle beaucoup d'ISR versus le E. Moi, je suis très chaud pour insister sur le S et sur le G. Les ministres qui ont été annoncés hier soir montrent qu'on va progresser probablement là-dessus. Mais pourquoi j'insiste sur le E, le S, le G ? D'abord parce qu'au niveau international, Thomas l'a dit, l'ISR est un label français, mais ce n'est pas quelque chose aux États-Unis ou au Japon. Quand j'y vais régulièrement, on parle de l'ESG global. Et je pense que post-Covid, il va falloir qu'on insiste sur le S et sur le G pour que, et là j'en arrive à ce que je veux dire et la question que vous me posiez, c'est que l'épargne durable, longue, doit avoir un sens. Elle doit avoir une destination en timing, je l'ai dit, 3 mois, 3 ans, 30 ans. Le PER a cette mission de faire comprendre aux gens qu'il ferait mieux d'épargner pour la retraite, quel que soit l'avenir de la retraite actuelle. J'insiste beaucoup là-dessus. À la fin des années 50, les gouvernants et les politiques nous expliquaient qu'il fallait
s'occuper de notre vie et que ce qui était éducation, santé et retraite, l'État s'en chargerait. Bon, j'ai l'impression que le sujet est un peu différent aujourd'hui. Post-Covid, on a eu un taux d'épargne supplémentaire, vous l'avez évoqué, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour l'instant, et là, moi, j'utilise jamais ce mot, et je ne l'ai pas entendu depuis ce matin, donc j'en suis content, c'est qu'il n'y a pas d'exposition sensible, qu'on intitule parfois risquée. Encore une fois, en marketing, dire à quelqu'un qu'on va lui faire un placement en risque, c'est à mon avis une erreur. Par contre, pousser les épargnants à courir un risque, à prendre un risque pour effectivement améliorer, et c'est ma dernière remarque, sauf parce que vous ayez une question complémentaire, on sort quand même de près de 40 ans de baisse de taux d'intérêt. Le pauvre actuaire que je suis rappelle que quand les taux baissent, les cours montent, ce qui a permis au fonds en euros, par exemple, d'avoir des rendements. Je ne critique pas le placement en euros, je dis juste qu'on a habitué la population épargnante à avoir des rendements certains, sans risque, avec un sujet, liquidité, sans risque, rendement. Cette trilogie et ces mots ne sont plus compatibles. Ce que nous avons effectivement montré dans le livre de l'éducation financière que Inès de Dinchin a présidé au sein de l'AFG et qui a été publié fin de l'année dernière, et entre autres dans un graphique que je vous ai montré, Thierry, page 12, c'est qu'à l'heure où nous parlons, et là je parle de l'épargne financière cette fois-ci, 20% seulement est en action, exactement, beau document, 80% est soit en dépôt à vue, soit en livret ou en dépôt bancaire classique, tous ces sujets qu'on connaît, et bien entendu en fonds en euros. Moi, je pense qu'il y a une possibilité aujourd'hui, entre autres parce que les marchés, même si aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait exact, mais les marchés ont quand même un peu baissé, en tous les cas, marché européen, qu'on doit redonner l'envie de faire du long, mais attention. Alors, et ça, c'est notre travail, et je vais laisser David continuer. Le travail important, c'est que si on fait, et c'est valable, Thomas l'a évoqué, c'est valable dans plein de types de placements, si on fait faire du long à des gens, ne leur faisons pas croire que comme ils ont été habitués depuis plus de 30, 40, près de 40 ans, ils vont faire du long à rendement avec la possibilité d'être liquide à la journée. Ce n'est pas possible. Ce que vous nous dites là est évidemment clé, mais c'est fondamental et très profond au fond. Il s'agit de culture économique. C'est sur du long terme de ce point de vue-là. Je parle de la façon d'aborder le sujet. Mais bon, vous êtes sur l'amont, la collecte. Mais il n'y a pas que cette dimension, évidemment. Il y a aussi la capacité, on y reviendra dans un instant, peut-être avant de repasser la parole à M. Barrot, au député, à Thomas Friedberger sur les risques que ça peut comporter. Juste un mot, David Charlet, évidemment, vous êtes donc le président de l'ANACOFI, vous êtes à la fois celui qui réunit dans votre association des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers en développement d'entreprise, donc très complémentaires. Vous nous dites très bien, l'amont, la collecte, il faut l'orienter, comme le dit peut-être Éric Pinon, mais il y a d'autres aspects et d'autres maillons qui sont plus faibles en France aujourd'hui, et en particulier dans le fléchage de là où il faut investir. Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer ? Bonjour à tous. Ce que je veux expliquer, c'est qu'on est aujourd'hui dans une logique, on est tous d'accord, il faut pousser sur l'éducation financière des Français, il faut leur faire abandonner l'idée qu'on peut avoir du rendement sans risque, il faut développer tout un tas de solutions qui vont permettre de drainer leur argent, de collecter leurs capitaux. Et globalement, on a su le faire. D'ailleurs, pour un autre travail hier, je travaillais sur les séries longues d'épargne et je découvrais d'ailleurs assez clairement qu'on a vu quand même beaucoup plus d'argent aller vers ce qui est investi en actions, ce qui est intéressant. Depuis 2017, la fraction du patrimoine investi en actions a progressé. On l'oublie. On a deux parties, très liquide et actions, et ça, c'est aussi intéressant en soi, parce que c'est assez marqué comme phénomène, plus vite que la progression totale du patrimoine des Français. Mais l'un des sujets qu'on a beaucoup de mal à adresser depuis des années, et même si on a travaillé dessus avec les différents gouvernements, c'est le moyen d'amener l'argent là où il serait utile. On sait très bien faire de l'industrie financière en France. On a un asset management qui est solide, qui est probablement un des très bons du monde, pour ne pas dire un des leaders. Mais notre problématique, c'est qu'avant de devenir une grande entreprise, une entreprise, elle est petite. Et on a beaucoup de mal à créer la liaison entre ces poches d'argent que l'on a constituées. Il y en a eu, dans divers textes ont permis de créer des poches de capitaux, et les adresser vers les entreprises. Pour le dire encore plus clairement, la liaison entre nos CGP au sein de la même fédération, entre nos CGP et nos conseils en finance d'entreprise se fait assez mal par les tuyaux
qui sont créés par la loi. Donc, ils peuvent se faire par le relationnel, ils peuvent se faire par des hubs de professionnels qui travaillent en se donnant la main, mais ils se font assez mal par les tuyaux qu'on a réussi à créer. Et on n'a, à ce jour, à mon sens, pas trouvé la solution industrielle qui permettrait de déverser correctement tous ces capitaux vers autre chose que des entreprises d'assez grande taille pour lesquelles on parie sur le ruissellement, si on veut jouer à l'échelle de l'économie. Or, on a pu constater que le ruissellement marche assez mal pour irriguer les toutes petites boîtes. Voilà, ça c'est un des sujets qu'on traite assez peu finalement. Bon, mais alors, pardon, vous nous dites il faut du conseil, ou il faut de l'asset management, nous disait tout à l'heure M. Friedberger, il faut du conseil et il faut donc renforcer ce maillon qui flèche les investissements, notamment dans les entreprises intermédiaires. Comment? Il faudrait introduire quoi? Parce que l'idée, c'est aussi de dialoguer avec le ou les parlementaires. Il y en a d'autres qui sont là dans notre salle virtuelle. Qu'est-ce que vous le suggérez? Qu'est-ce qu'il faut changer? Bon, déjà, je pense qu'on a fait quelque chose qui était pas mal dans ce pays qui a beaucoup aidé. On a pris un coup d'avance quand, par exemple, on a lancé le financement participatif structuré. C'était loin d'être idiot. Ensuite, on a un asset management qui, j'allais dire, est descendu en termes de seuil sur lequel il sait intervenir, ce qui en soit est pas mal. Et on a créé une liaison entre le monde des CGP et le monde de l'asset management qui est un peu meilleur, dans lequel certains peuvent aussi amener les entreprises. Reste que on a un certain nombre de verrous, on n'a pas de tube automatique pour que ça se déverse. L'une des solutions que nous proposons, ce serait par exemple de faire en sorte que la recherche dont ont besoin les asset managers soit faite en dessous, c'est-à-dire au niveau de ce qui conseille ces entreprises. Je vous donne juste un chiffre. Nous savons que les seuls membres de l'ANACOFI, il n'y a pas tous les professionnels de France qui font les types de métiers que nous représentons, qui sont dans notre association, conseillent 100 000 entreprises. Ces entreprises, extrêmement peu, sont aujourd'hui financées par l'asset management. Or, une partie d'entre elles peuvent avoir besoin de capitaux et dans la crise actuelle vont en avoir besoin. Donc, le problème qu'on va nous poser, c'est la gestion de la ligne d'investissement. Et c'est le problème de l'analyse du dossier de l'entreprise. Mais qui est mieux placé que celui qui travaille sur le dossier de cette entreprise et qui a d'ailleurs les mêmes formations et en général d'ailleurs une partie des mêmes validations professionnelles que ceux qu'on va trouver dans les asset managers. Et évidemment, je pourrais étendre ça aux experts comptables. Enfin, l'idée, c'est de faire se parler le monde de l'accompagnement de l'entreprise avec le monde de l'asset management et de l'autre côté de la gestion de patrimoine qui, du coup, va pouvoir plus facilement amener. Alors, quand je dis asset management au sens large, puisque donc, il faut à la fois ce dialogue, y compris, vous me suggériez en préparant avec les experts comptables, par exemple. Oui, il faut que le monde de la gestion de patrimoine, le monde de l'asset management, le monde du crowdfunding et le monde des banques, puisqu'il y a quand même la dimension crédit qui ne peut pas être négligée, travaillent tous ensemble dans un schéma qui puisse être un schéma industriel et ne pas déverser toujours sur les mêmes entreprises. Et vous dites ça c'est un des sujets qu'on n'a pas encore su résoudre. Il faut aussi valoriser, reconnaître la valeur de ce travail de fléchage, d'analyse de la qualité des entreprises. Oui, de toute façon, l'éducation financière est tout autre chose. L'acculturation de la population est un phénomène lent. Donc, dans l'intervalle, et si on veut une réaction rapide, on est obligé de jouer sur l'univers du conseil. On n'a pas trop de solutions. Thomas Friedberger, avant de repasser la parole à Jean-Noël Barrot pour qu'il réagisse aux suggestions et aux remarques, aux diagnostics des uns et des autres. Thomas Friedberger, un petit mot court, si vous voulez bien, sur, vous nous dites, si on ne fait pas ce qu'indiquait par exemple M. Charlet à l'instant, on prend un gros risque de voir s'accentuer une sorte de fracture sociale, financière, appelez-la comme vous voudrez, entre le marché moyen et les grosses entreprises. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Oui, c'est sûr. Je vais vous donner quelques chiffres en Europe et aux États-Unis. Alors, le métier de Tikehau, c'est de financer des entreprises de la dette senior à l'equity, principalement de taille moyenne. Donc, on intervient sur ce qu'on appelle le mid-market dans le jargon financier, c'est-à-dire des entreprises qui ont entre 50 millions de valeur d'entreprise et 1 milliard à peu près. Ce segment-là, aux États-Unis, le S&P 500, c'est 10% des emplois. Ce segment-là du mid-market américain, si c'était une économie indépendante, ça serait la 3e économie mondiale. En Europe, et c'est pareil chez nous. En Europe, le mid-market, alors là c'est un chiffre européen, c'est pas français, le mid-market serait la 10e, enfin dans le top 10 des économies mondiales. Ça représente 1/3 des emplois en Europe, ça représente 1/3 de la valeur ajoutée. Et je crois que c'est vous qui me disiez hier que le CAC 40, c'était à peu près 15% des emplois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'avec
politique très accommodante, notamment monétaire, et le programme d'achat de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, entre avril et juin, elle a acheté 40% des émissions nettes des émetteurs de la zone euro sur le segment investment grade, jusqu'à triple B, ce qui est dans son scope d'investissement. Ça aboutit, c'est un des facteurs qui aboutit au fait que les marchés traitent de nouveau sur des multiples extrêmement élevés, des niveaux extrêmement élevés. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans un environnement comme ça, les grandes entreprises, les grands leaders vont accroître leur avantage compétitif en pouvant se financer, en ayant accès au marché de capitaux, en achetant des actifs financiers, notamment du M&A, etc., financés par de la dette. Donc, vous vous endettez très bas, vous achetez des actifs qui vont vous permettre de consolider votre avantage compétitif. Et puis, de l'autre côté, vous avez, comme le disait David, l'économie, pas réelle, mais l'économie de taille moyenne, ce fameux mid-market, et puis en dessous, les très petites entreprises, qui vont être dans la survie et qui vont en fait passer les prochaines années à essayer de générer un peu de cash flow pour rembourser leurs dettes. Et donc cet écart-là, il va être de plus en plus insupportable pour l'opinion publique, puisqu'on va avoir d'un côté, et c'est le cas aujourd'hui, des marchés, et encore une fois aux États-Unis, vous avez des Amazon qui a passé hier le 1,5 trilliard de capitalisation boursière, et puis à côté, le petit restaurateur ou la petite entreprise qui est en grande difficulté. Ça, socialement, c'est très dangereux. Et donc, le financement de ce mid-market et des entreprises plus petites en dessous, il est totalement crucial dans la cohésion sociale. Et si on ne veut pas que les classes moyennes disparaissent, je vais être assez radical, mais il faut flécher l'épargne vers… Madame Charrier-Leflaive, finalement, nous avait déjà, je dirais, alerté en nous rappelant le contexte et notamment des phases à venir. Le pire n'est jamais sûr, mais enfin, voilà. Et vous nous dites, si on ne joue pas assez sur cette dimension, eh bien, on risque d'avoir cet effondrement de ce que vous appelez ce mid-market. Monsieur le député, vous nous dites qu'il faut être vertueux, il faut flécher vers les entreprises qui correspondent aux nouvelles exigences, dont acte, mais comment vous réagissez à ces exigences de toute la profession, de toute la chaîne qui dit très bien, mais il faut surtout qu'on arrive à amener le financement vers ces entreprises qui sont l'essentiel de nos emplois aujourd'hui, en tout cas un des très gros tiers, quoi. Monsieur Barrot, si vous êtes avec nous. Oui, pour le coup, autant il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on a des dilemmes qui se posent entre la transition écologique, par exemple, et la vigueur de la relance, autant sur la question du financement, je crois qu'on n'a pas du tout de dilemme à se poser sur ce sujet. S'agissant du financement des entreprises, ça a été évoqué, mais je crois qu'il faut quand même le rappeler, on a, pour aider les entreprises à traverser la crise, déployé un dispositif sans aucune sorte de comparaison historique. Le plan les prêts garantis par l'État, le dispositif qui a été mis en place permet d'assurer le déploiement, je ne pense pas qu'il sera intégralement consommé, de 300 milliards de prêts aux entreprises. C'est juste 60 fois plus que ce qui avait été prévu en 2008. Il y a déjà 100 milliards qui ont été consommés et c'est 500 000 entreprises qui en ont été bénéficiaires. Si on ajoute à cela les dispositifs soit de suspension, soit d'exonération de cotisation, si vous ajoutez à ça les dispositifs de chômage partiel, je pense que quand on fera le bilan et qu'on regardera la part des entreprises qui auront bénéficié de ces dispositifs, on sera impressionné de la proportion que l'on a. Ensuite, je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Friedberger. La vraie question, c'est ensuite comment est-ce qu'on restructure cette dette ou, ce qui est à peu près équivalent, comment est-ce qu'on apporte de l'argent frais sous la forme de quasi-fonds propres ou de fonds propres. Et là, je crois qu'on a effectivement… comme c'était rappelé, je crois que c'est David Charlet qui le disait, on a une très belle industrie financière. Il faut simplement que les tuyaux soient correctement alignés. Je crois que tout le monde est bien conscient du sujet et je crois que dans la concertation avec les acteurs de place, on peut s'attendre pour la rentrée à ce que dans le plan de relance, il y ait aussi un volet très significatif sur la question à la fois de la restructuration des dettes qui se sont accumulées et l'injection de fonds propres. Je veux juste signaler un petit point intéressant. Rapidement, si vous voulez bien, je voudrais passer la parole à Eric Pinon et
Sur l'épargne forcée qui s'est constituée pendant la crise du Covid, elle s'est constituée sur les livrets et pas tellement sur les supports longs. Ce qui est très intéressant et qui est passé assez inaperçu, c'est que le 10 juin, un arrêté a été pris qui réorganise l'allocation des fonds collectés par les livrets réglementés dans les banques. Vous savez qu'il y a 60% qui est centralisé à la Caisse des dépôts, 40% qui reste dans les bilans des banques. Sur ces 40%, les banques devaient jusqu'au 10, enfin jusqu'au 14, parce qu'il a été publié le 14 juin, devaient s'engager en contrepartie à investir à 80% dans les PME et à 10% dans la transition écologique. L'arrêté du 10 juin ajoute 5% qui doivent être fléchés vers l'économie sociale et solidaire. Ne croyez pas que c'est une obsession. J'ai tout simplement été très convaincu que la meilleure manière d'amener les Français à faire basculer une partie de leur épargne vers les fonds propres des entreprises, c'était de donner du sens à cette épargne. Et donc, les mesures qui vont dans ce sens-là me paraissent atteindre plein d'objectifs à la fois. Alors, merci. Vous nous quittez dans 20 minutes. Donc, pour tenir le temps et vous poser aussi à vous quelques questions, il y a des questions qui arrivent déjà de la salle virtuelle que nous poserons dans un instant, mais je voudrais passer la parole à Éric Pinon qui voulait réagir un peu à tout ce qui avait été dit et peut-être aussi à Mme Charrier-Leflèvre. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Non, je reprends le titre de notre réunion, la réorientation de l'épargne. Je pense qu'il faut faire très attention par rapport à ce qui a été dit par les uns, par les autres. C'est que, comme vient de le dire Jean-Noël, on a les moyens d'investir, on stimule l'investissement, j'allais dire, propre et à destination. Nous sommes en train de lancer, j'avais présenté ça au gouvernement d'avant, je fais un courrier ce jour à M. Castex. Pardon ? Non, je dis le gouvernement d'avant qui est à peu près le même que celui d'aujourd'hui. Donc, au fond, on est dans la continuité pour vous. Voilà, c'est dans la continuité. Ceci étant, je ne sais pas si tous les dossiers ont été transmis. Donc, nous allons transmettre un dossier, M. Castex aujourd'hui, un courrier que je lui envoie, avec un projet qui s'appelle CEDRE, qu'on intitule CEDRE. Contrat d'épargne durable et de relance. L'objectif, ce n'est pas tant d'inventer un Xème produit. Je dis ça pour Catherine, parce que je discutais de ça avec mon comité stratégique hier soir et sa directrice générale qui était en face de moi. On n'est pas là pour faire un Xème produit, je laisserai Catherine le soin de réagir, mais on est là pour redonner un relookage à ce que Jean-Noël a dit, ce que David a dit, ce que tout le monde vient de dire, et Thomas l'a bien précisé, à notre gestion. Je pense qu'il faut redonner l'envie à nos clients, aux épargnants, et c'est un travail que, bien entendu, le monde des CGP ou des réseaux, puisqu'il y a les deux, doit prendre en main. Donc, l'industrie de la gestion a des moyens. L'autre point important que vous avez évoqué, c'était ça sur quoi je voulais réagir, c'est ce que Thomas a dit, c'est qu'il y a le côté, le non-côté. Il est clair que les petites entreprises ont malheureusement, tout le MID dont parlait Thomas n'est pas du tout coté. Bon, donc, il faut faire dans ce CEDRE, on prévoit du côté, du non-côté, comme d'ailleurs dans un projet plus récent qui était le projet de suite au rapport Tibi sur la tech, on a fait du côté et du non-côté. Mais encore une fois, la réorientation de l'épargne, grand enjeu du plan de la relance, c'est, messieurs, mesdames, les épargnants conseillés par les réseaux, par les CGP ou par effectivement les asset managers en offre produit, de continuer à croire sur une distance longue que le rendement qu'on va vous proposer sera de meilleure qualité que celui malheureusement que vous avez à ce jour dans vos portefeuilles. Un petit mot très court, Philippe Crevel. Vous dites qu'il faut surtout un message positif plutôt que de créer de nouveaux produits. Bon, je nourris la discussion. Et puis, Madame Charrier-Leflèvre, dans un instant peut-être. Et puis, les questions de la salle. Je vous en prie, Philippe. Oui, je pense que dans le passé, on a créé beaucoup de produits. On a connu les produits NSK, DSK. On a, ces dernières années, créé également l'euro-croissance. Je dois avouer que la multiplication des produits, évidemment, génère de la confusion et n'a pas toujours donné le succès escompté. Donc, je préfère, moi, garder les produits, voire peut-être aménager certains des produits existants. On peut également se poser la question de la fiscalité. Et Jean-Noël Barrot a souligné qu'il y avait une mission d'information sur le sujet qui devait faire des propositions. C'est vrai qu'en France, l'épargne réglementée permet à des familles de mettre hors champ fiscal sur donc des placements extrêmement liquides jusqu'à 100 000 euros. Et on n'est plus dans l'épargne populaire du livret A. Alors évidemment, c'est un tabou de toucher à cette enveloppe d'épargne réglementée qui est une spécificité française, mais qui est évidemment une incitation très forte à la liquidité
même s'il faut l'avouer, il faut être modeste. En Allemagne, il n'y a pas l'épargne réglementée, il y a également beaucoup d'argent qui dort sur les livrets et sur les dépôts à vue. Mais c'est vrai qu'en France, l'épargne réglementée constitue un vecteur important et qui a été, on va dire, favorisé par les pouvoirs publics. Et il y a peut-être lieu à réfléchir dans l'avenir pour savoir si la poche n'est pas trop importante. C'est pour ça que je suis contre la création. Je me tourne. Excuse-moi Thierry, juste un petit mot pour rassurer Philippe. Vraiment très court. Non, je donne la parole, Éric, dans un instant. Mais le député va nous quitter. Je voudrais prendre 3 questions qui viennent de la salle virtuelle et je vous fais réagir très court avant le député. On a Mathieu Lambert, directeur général d'Isatis Capital, Hervé Roquin, délégué général de l'Association des assurés d'AXA, et Charles-Henri Dauvigny, président de la F2IC. Monsieur Lambert, vous êtes là? Monsieur Lambert, Isadis Capital, si vous êtes là, ouvrez votre micro. Question sur l'assurance vie. Non, j'enchaîne. Hervé Roquin, délégué général de l'Association des assurés d'AXA sur les transferts d'épargne vers les jeunes. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. C'est Raquin, Hervé Raquin. Donc, je suis délégué général d'Ampère, association partenaire d'AXA. Et effectivement, je me demandais si la relance ne pourrait pas passer par le transfert aux générations plus jeunes de l'épargne justement constituée pour favoriser justement à la fois l'épargne longue et la consommation et du coup de faire d'une pierre deux coups. Alors, question de Charles-Henri Dauvigny qui est peut-être assez proche. Vous êtes vous le président de la fédération F2EIC. Rappelez-nous peut-être de quoi il s'agit. Oui, bonjour, Charles-Henri Dauvigny, donc F2EIC, Fédération des investisseurs individuels. C'est 120 000 membres et c'est une association qui est là pour valoriser l'investissement en actions sous toutes ses formes, et que ce soit sur des actions cotées ou non cotées, en gestion directe ou en gestion intermédiaire. Oui, tout à fait. Il y a eu un amendement la semaine dernière de la part d'Olivier Grégoire sur le transfert intergénérationnel et je voulais avoir une précision sur les conditions. Parce que c'est un peu flou actuellement. Donc, si M. Barrot pouvait nous indiquer quelles seraient les conditions de ce transfert intergénérationnel et quelles sont les règles ensuite pour les jeunes qui vont recevoir ces fonds. Ça, c'est un premier point. Et il y a surtout un deuxième point. On parle de fiscalité et on parle de fiscalité à l'entrée. Un épargnant est aussi un contribuable et quand il voit sa feuille d'impôt et qu'il peut faire des réductions d'impôt en investissant dans du Malraux, dans de l'immobilier, dans des forêts, dans le cinéma, il s'aperçoit qu'il peut faire des économies d'impôt très substantielles. Alors que quand il veut investir dans une PME, c'est pas du tout le cas. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une seule niche fiscale globale à 60 000 euros, capée à 30% ou 25%, et le contribuable fait son allocation d'actifs, soit le cinéma, soit les PME. On a compris votre question, merci. Voilà. Je me tourne, monsieur Pinon, je lui ai promis, très court, réaction au débat précédent et réaction du député avant qu'il nous quitte. Oui, non, très court, rassurer Philippe Revel et tout le monde, le but n'est pas un XM produit, puisque ceux qu'il a cités, on parle de cèdre, le Monori, le Strauss-Kahn, l'Eurocroissance et j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a peut-être un petit bémol quand même, je me permets de dire ça à Philippe, mais qui est un spécialiste, c'est qu'on est quand même dans un timing différent, avec un niveau de rendement du produit certain qui est quasi nul, voire négatif, en aide de l'inflation, et deuxièmement, post-Covid, avec un taux d'épargne important. Et tout ce qu'a fait Jean-Noël Barrot, entre autres dans la loi PAC, montre qu'il faut aller vers cette culture de l'épargne longue à destination très longue. Voilà. Donc rassurez-vous, mon but, et le but de l'AFG n'est pas de faire un Xème enveloppe de produits, et comme vient de le dire Charles-Henri Dauvigny, Xème produit de défiscalisation, c'est vraiment un produit marketé, relance, mais transfert d'une partie de l'épargne longue, mais Catherine corrigera sûrement ce propos. Voilà. Alors, je me tourne vers Jean-Noël Barrot. Monsieur le député, vous avez entendu, il y a eu 2 interventions de la salle virtuelle sur les transferts, avec une précision en particulier de la F2IC qui vous demande des précisions sur ce que vous donner l'amendement Grégoire, et puis cette problématique d'un fléchage en aidant à des économies d'impôts en investissant dans les entreprises, les PME, au même titre qu'on le fait par exemple dans le cinéma en effet. Qu'est-ce que sur ces points, ces 2 questions, vous voudriez nous dire avant de nous quitter? Oui, sur l'amendement d'Olivia, qui va dans le sens d'un certain nombre de propositions qu'on a faites
ces dernières années et qui est très bienvenu dans la période. Il s'agit de faciliter, du point de vue fiscal en tout cas, des donations qui seraient fléchées vers l'investissement au capital des entreprises. Donc, pourquoi c'est une bonne idée? Parce que tout simplement, on sait que pour pouvoir investir au capital des entreprises, il faut avoir un horizon de temps un peu plus long et que donc si on organise un transfert de patrimoine des générations un peu plus âgées, un peu plus proches de la retraite ou carrément déjà à la retraite vers des générations un peu plus jeunes, eh bien, il y a de fortes chances que cette épargne ou que ces sommes puissent être investies avec un horizon qui est compatible avec l'horizon de temps de la personne concernée. Donc ça, c'est une très bonne chose. Sur ces modalités pratiques, bon, c'est un amendement qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée, qui va faire son chemin avec la navette qui reprend demain, enfin en tout cas l'examen en première lecture qui reprend demain, puis la navette. Et donc, on verra où on en sera fin juillet quand le projet de loi de finances rectificative sera adopté définitivement. C'est un amendement qui, pour l'instant, ne vise que la période qui nous sépare du 31 décembre 2020. Donc, c'est vraiment un dispositif de crise. Mais je crois que plus généralement, il faudra se poser cette question des transferts intergénérationnels puisque on sait que la jeunesse a une proportion plus forte à prendre de risques, tout simplement parce que son horizon est plus long. Et s'agissant des incitations à l'entrée, vous savez que la Commission européenne a finalement donné son accord pour les 25% du Madelin, c'est-à-dire de la réduction d'impôt sur le revenu en contrepartie des investissements au capital des entreprises. J'espère que les décrets vont être pris le plus rapidement possible pour que l'exercice 2020 puisse en bénéficier. La vérité, c'est que même si moi, je suis plutôt un partisan des incitations à la sortie qu'à l'entrée, je crois que dans la période que nous traversons, on aurait pu même aller plus loin, en tout cas sur le taux, et que jusqu'au 31 décembre, on pousse un petit peu plus loin que les 25%, mais en tout cas, pour cette année, on peut déjà se satisfaire. On peut déjà être soulagé que la Commission européenne, après avoir traîné pendant 2 ou 3 ans, ait finalement donné son feu vert pour cette IR PME à 25%. Maintenant, charge au gouvernement de prendre les décrets de manière à ce que les visas AMF puissent être délivrés en temps voulu et que la collecte puisse avoir lieu dans les temps. Alors, on a à peu près 130 participants là, dans la salle virtuelle. Il y avait 150 inscrits, mais vous voyez, on a 130 opérationnels, si j'ose dire, ce qui fait un bon taux. Qu'est-ce que vous allez nous quitter en conclusion, vous, sur votre intervention? On continuera un peu à discuter entre nous, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire que vous voudrez qu'on retienne de ces échanges sur cette question de la réorientation de l'épargne dans le contexte du plan de relance? Monsieur Varro. Oui, je crois que tout a été dit et les sujets essentiels ont été couverts. Je crois qu'il faut qu'on soit collectivement conscient qu'il va y avoir besoin de renforcement des fonds propres des entreprises qui sont très endettées et qu'une entreprise surendettée ou très endettée est découragée de reprendre son activité et de produire tout simplement. Et quand elle devient très endettée, au moindre choc, elle peut se retrouver en procédure collective. Et ce qu'il faut qu'on évite à tout prix, c'est d'avoir un pic des procédures collectives. C'est-à-dire qu'il faut aplatir la courbe des procédures collectives, sans quoi notre système ne sera pas dimensionné pour les traiter convenablement et on risque de devoir liquider des actifs qui pourtant pourraient être solvables en quelque sorte. Et donc, je crois qu'il y a une priorité très forte et que, évidemment, ça ne peut pas se décréter et que c'est dans la concertation avec les acteurs qui sont autour de la table et plus généralement avec les acteurs de la place qu'on va trouver comment orienter les bons tuyaux vers les entreprises pour que ces fonds propres puissent être renforcés. Et je crois aussi que tout ne peut pas arriver de Bercy en quelque sorte et que c'est aussi entre les mains des acteurs de terrain, comme vous les avez appelés, Thierry Garrier, que se joue une grande partie du rebond. Et c'est dans leur capacité aussi à emmener avec eux les épargnants qu'on réussira à sortir collectivement de cette ornière. Donc, il faut que Bercy et le gouvernement soient au rendez-vous. Il faut que les acteurs soient eux aussi au rendez-vous parce que sans eux, rien ne peut se passer réellement. Merci, monsieur le député, d'avoir été avec nous et bon retour en commission, sans doute là, ce matin. Je brûlais d'envie de vous faire parler de la nouvelle équipe ou du nouveau gouvernement, mais ce n'est pas l'objet.
et on ne vous mettra pas en difficulté. Madame Charrier-Leflèvre, votre réaction aux différents points qui ont été abordés, le nouveau produit, par exemple, proposé par M. Pinon, la façon de sensibiliser le public. Vous nous avez insisté sur le fait que vous avez profité du confinement pour former vos commerciaux. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter là, ce matin? Déjà, moi, je voudrais revenir sur le sujet de la gamme verte et du sens de l'épargne, parce que ça, c'est vraiment un discours porteur auprès de nos clients. Et je trouve que là, c'est une espèce de jungle entre les critères ESG, le label ISR, enfin, chacun y met un peu de tout. Je pense qu'il est urgent de commencer à cadrer un peu mieux les choses, déjà pour éviter ce qu'on appelle le greenwashing. Et je donne un exemple là pour le coup pour les particuliers. Pourquoi ne peut-on pas avoir un label ISR sur les mandats de gestion pour les particuliers? Vous voyez, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a uniquement les fonds qui en bénéficient. Donc ça, c'était une première réaction. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la gestion pilotée dans le cadre du PER est vraiment quelque chose qui nous aide à conduire nos épargnants vers de l'épargne plus longue. Mais plus globalement, je ne vais pas répondre directement au sujet du discours sur le terrain pour les épargnants. Moi, je voudrais revenir sur les assureurs et le fait qu'à l'heure où on essaie d'encourager l'épargne longue, on a un cadre prudentiel qui est totalement contre-productif puisque les branches longues sont pénalisées, d'une part, et d'autre part, que dans notre rôle d'assureur, qui est de contribuer à un financement vert, à un investissement dans l'économie réelle, on voit bien qu'aujourd'hui, on a eu ce que je qualifierais de mesurette sur les LTEI, donc des actions long terme, qui nous permet d'être moins gourmands en fonds propres sur cette catégorie d'actions. Mais les critères sont assez difficiles à appliquer. Et je crois que là, dans le cadre de la révision de Solva 2, on a vraiment besoin d'aide. Le ministre des Finances nous avait déjà aidés sur la première partie. Mais vous voyez, là, on est à l'envers, parce que les assureurs ont un vrai rôle à jouer d'accompagnement. Et d'ailleurs, dans les quasi-fonds propres, Jean-Noël Barrot ne l'a pas évoqué, mais évidemment, les assureurs sont mis à contribution dans la réflexion. Il faut qu'on nous aide. Alors, je me tourne vers Thomas Friedberger parce que, à propos du vert, à propos des exigences de la transition énergétique et de l'évolution vers un cercle vertueux plus écologique dans les produits eux-mêmes, dans les entreprises, ces nouvelles exigences, vous le dites, au fond, il n'y a pas que sur le terrain du sens que ça apporte, que c'est vertueux. Ça peut aussi servir à contribuer à venir équilibrer, par exemple avec la facture énergétique des entreprises, les hausses de coûts pourraient impliquer les relocalisations qui sont dans l'air du temps. Thomas Friedberger. Oui, Thierry, et c'est essentiel parce qu'on a beau tous être évidemment dans le même sens sur l'urgence de la question climatique et l'importance de l'écologie et le sens, il faut que ces investissements-là restent rentables pour être attractifs. Il ne faut pas se leurrer au niveau mondial. La partie purement philanthropique de l'affaire est importante, mais elle restera quand même relativement marginale. Donc, qu'est-ce que c'est que la transition énergétique? Effectivement, c'est un sujet qui est censé adresser le sujet du réchauffement climatique s'il est bien mené. C'est également un secteur de croissance. Les entreprises de ce secteur-là que l'on finance en private equity via un fonds dédié chez nous sont des entreprises qui créent des emplois, sur lesquels d'ailleurs l'Europe a un avantage compétitif par rapport à la Chine et aux États-Unis. C'est l'un des rares secteurs de forte croissance post-Covid probablement sur lequel l'Europe a un vrai avantage compétitif. Mais en plus de ça, si on réfléchit un petit peu je crois le président de la République a mentionné ça plusieurs fois dans son dernier discours, le fait de rapatrier en France une certaine partie de chaîne de production, certains secteurs considérés comme stratégiques, anciennement ou nouvellement stratégiques. À partir du moment où on fait ça, on va augmenter probablement le coût du travail dans les entreprises. Si on rapatrie une usine d'un pays émergent quelconque à la France, les coûts du travail vont augmenter. Pour que ça soit
pour que ça soit durable, il faut que la compétitivité de ces entreprises soit préservée, parce que sinon, ça correspond à une espèce de nationalisation qui va pas aller, qui sera pas compétitive. Pour ça, il y a un très bon moyen, c'est la réduction de la facture énergétique via des solutions de transition énergétique, notamment d'efficience énergétique des bâtiments, de réduction de factures énergétiques avec du conseil, de l'efficience, etc., ce qu'on appelle le low carbon mobility, tout ce qui est le transport. Et ça met, je pense, la transition énergétique au cœur de la relance économique telle que le souhaite, tel qu'on comprend que le gouvernement le souhaite et que les gouvernements européens et les pays développés le souhaitent. C'est-à-dire que c'est plus seulement un secteur de forte croissance, c'est totalement central pour tous les secteurs dans le sujet de, on va dire, ce point d'inflexion dans la mondialisation que le Covid a mis en exergue en mettant dans la lumière l'extraordinaire vulnérabilité du modèle mondialisé. Alors, sur ce point, on pourrait reparler de Solvay II aussi avec vous, mais je voudrais me tourner vers Philippe Crevel. Au fond, notre débat à ce stade est très riche. Il y a beaucoup d'éléments, de facteurs en jeu et de débats parallèles. La sensibilisation du public, bien entendu, les différents maillons de la chaîne, on l'a vu, les règles qui évoluent, le cadre réglementaire. À votre tour, qu'est-ce que vous voulez? Puis je vais me tourner vers la salle virtuelle, voir s'il y a des questions à nouveau. Qu'est-ce que vous voulez retenir, je dirais, ou ce sur quoi vous pensez qu'il faut qu'on axe davantage notre débat? Alors, évidemment, la question des fonds propres, de la réorientation de l'épargne vers les entreprises, mais d'ailleurs, il faut aller vers réellement les entreprises, pas forcément que le marché secondaire actions et du CAC 40, parce que là, les effets sont dans la réalité limités. Donc, il y a eu l'instrument du PEA PME, mais plus également d'ailleurs du PEA, qui est un excellent produit d'épargne défiscalisé en grande partie et qui a été simplifié donc ces derniers mois. On peut faire maintenant des entrées et des sorties beaucoup plus facilement que dans le passé. Donc le PEA là-dessus est aujourd'hui un placement extrêmement attractif, comme d'ailleurs donc l'assurance vie le demeure, avec cette possibilité de mixer sécurité qui tient à cœur aux Français et donc les unités de compte. Et là, il y a tout évidemment le travail, on va dire, des gestionnaires d'actifs pour fabriquer des unités de compte à la fois qui correspondent aux besoins, aux attentes des épargnants et de l'économie. Je pense qu'il y a là-dessus des progrès à réaliser pour justement mixer ce souci de sécurisation qu'on peut bien comprendre. Hein. L'épargnant, il n'est pas complètement fou, il n'a pas envie de perdre son capital, mais également d'avoir une orientation plus favorable donc, à l'économie. Et je pense évidemment qu'il faut jouer sur la formation de l'ensemble des conseillers et il faut jouer et continuer de jouer en matière de pédagogie. Comme je l'ai dit en propos introductif, on voit que les comportements changent avec cette crise. Il n'y a pas eu de sortie massive du marché action. Le taux d'unité de compte reste à 33%, comme l'a indiqué Catherine Charrier tout à l'heure. Et ceci, ce sont des bonnes nouvelles. Il faut poursuivre, amplifier et conserver cette stabilité fiscale. On peut simplifier, on peut améliorer, mais pour moi, la stabilité fiscale est un gage, on va dire, de succès. Alors, David Charlet, Éric Pinon, sur ce point-là, si vous voulez bien, et puis j'appellerai peut-être, s'il est toujours là, Mathieu Lambert, directeur d'Isatis Capital, qui voulait nous poser une question sur l'assurance vie. David Charlet. Alors, sur quoi? Sur la pédagogie et la formation? Sur l'investissement À l'instant, oui. Oui, alors, sur la pédagogie et la formation, ça, je pense que c'est très, très clair. On est tous d'accord depuis très longtemps. Si vous voulez amener des gens vers un investissement plus long, il faut que leur capacité à le comprendre et à l'accepter progresse, et ceux qui l'expliquent soient eux-mêmes formés et bien formés, d'abord à le comprendre et à l'expliquer. Donc ça, c'est assez logique. Je rappelle quand même que la réglementation là-dessus a aussi beaucoup évolué. Alors, elle crée de la lourdeur et en même temps, elle permet de le faire dans un cadre qui est, disons, un peu plus normé, ce qui peut, d'une certaine manière, aider. Bon, donc là-dessus, ça marche. Je voudrais rebondir 2 secondes sur quelque chose. On parle de donation intergénérationnelle. J'ai vu ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Pour information quand même, d'abord, c'est une vieille demande et recommandation de l'ANACOFI, ça fait plus de 10 ans. Elle était dans ce qu'on a recommandé dans un plan de relance qu'on a déjà proposé il y a déjà 1 mois et demi. Elle a été
pas mal reprises dans beaucoup d'endroits sur la base de ce que nous, on avait proposé. Et du coup, on a dû bosser dessus pour essayer de tenir la plume pour une espèce de proposition de place qui serait complémentaire pour information à tous. Parce que j'ai vu des messages le disant, mais s'il va se passer quoi, ça va être quoi. Pour être très clair, on essaye de rédiger une proposition de place suite à l'amendement. Et donc, on est en train, à plusieurs organisations, de travailler dessus. Et juste pour que vous voyez bien l'importance de cette histoire de donation, si vous regardez l'appétence à l'investissement risqué de quelqu'un qui reçoit une donation, vous voyez qu'en fait, il est quasiment le double d'un Français qui recevrait une succession, et il est 3 fois supérieur à un Français en moyenne. Donc, si on parle d'épargne longue et d'investissement sur des titres, vous voyez que cette transmission intergénérationnelle, elle s'explique, il y a plein d'études là-dessus, mais sans partir dans les explications, ça donne ça. Donc, c'est véritablement quelque chose de très important. Le dernier critère qui est aussi très important, c'est que le taux de propriétaires d'entreprise parmi ceux qui ont reçu une donation est le taux le plus élevé que vous avez, quelles que soient les autres catégories que vous comparez. Donc, c'est vraiment quelque chose de central, cette histoire-là. Et derrière, bien entendu, ce sont des gens qui nécessitent d'être accompagnés. Les gens qui reçoivent des donations sont souvent des gens qui vont préparer un projet. Je voudrais remercier Thomas Friedberger qui va nous quitter. Vous vouliez rajouter un mot, une phrase peut-être, Thomas Friedberger, très court, et je repasse la parole à Éric Pilon. Non, j'espère que ça vous intéresse. En tout cas, c'était une discussion très intéressante pour moi. Je vous remercie. Vous êtes le bienvenu. Éric Pilon, j'ai la question de Mathieu Lambert. Je ne sais pas si M. Lambert est là. Directeur d'Isatis Capital sur l'assurance vie. Il serait intéressant, je ne vous entends pas, donc je la pose si vous permettez, il serait intéressant d'aborder le décret du 14 novembre 2019 permettant aux assureurs vie de proposer des fonds de capital investissement dans les contrats d'assurance vie. Ce décret est passé totalement inaperçu. Je ne sais qui faire réagir, peut-être Mme Charlier-Leflèvre, Éric Pilon. Oui, effectivement, c'est une demande qu'on a faite il y a très longtemps. David rappelait qu'il y a des années que l'ANACOFI pousse à changer un peu le comportement. Il y a eu une grande réunion début 2018. Madame de Montchalin était encore députée. Depuis, elle a été 2 fois ministre dans 2 postes différents, puisqu'elle était renommée hier. Mais Amélie de Montchalin avait fait venir à l'époque Bruno Le Maire et également Édouard Philippe pour dire qu'il fallait, et ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, permettre à de la clientèle, on va dire, ça a été dit par Philippe Crevel qui a rappelé les chiffres, la clientèle qualifiée. D'ailleurs, on a un débat en ce moment avec les Allemands qui veulent les qualifiés, les demi-qualifiés et les non-qualifiés. Bon, nous, on est un peu opposés à cette segmentation qualifiée, demi-qualifiée et non qualifiée, mais 100 000 euros, alors ça peut paraître beaucoup d'argent, tout est relatif, mais effectivement, à aujourd'hui, on peut, et ça a été évoqué dans ce qu'on appelle en jargon technique le life cycle, donc dans la culture de la gestion active. On a beaucoup travaillé là-dessus, ça a été dit par Catherine tout à l'heure, je crois, et c'est important. Donc moi, je pense que la pédagogie et la formation, ça vient aussi de la motivation. Je pense que tant que les gens n'auront pas compris, y compris les commercialisateurs, hier soir, à mon comité stratégique, sans trahir trop de secret, je ne vous donnerai pas qui a dit ça, on expliquait qu'une grande partie des réseaux vendeurs, je ne parle pas des CGP-CIF, encore que David peut peut-être compléter, sont parfois pas capables de dire qu'eux-mêmes, ils ont envie d'acheter des produits sensibles. Encore une fois, je n'aime pas le mot risqué. Donc, je pense que là-dessus, il faut qu'on y travaille tous. Pourquoi ? Parce que ça sera le seul moyen pour les acteurs de la gestion que je représente d'avoir des gestions dynamiques, progressives et en tout état de cause. Et ce que tout le monde a dit sur l'ESG ou sur l'ISR, moi, je suis très partisan de donner ou de relooker. Alors, il y a le greenwashing. Et encore une fois, j'ai insisté tout à l'heure, j'insiste. Dans le cadre du projet CEDRE, et je reviens à votre question et je m'arrête là, dans le cadre du projet CEDRE que nous lançons, ce n'est pas, encore une fois, un nouveau produit, Philippe, je vous rassure, c'est bien une enveloppe commerciale nouveau look qui, quelque part, le PEA-PME, par exemple, ou le PEA, Charles-Henri Dovigny a participé beaucoup au sujet du PEA jeune, on nous a interdit d'avoir un PEA à la naissance. Il y a encore des gens, moi j'en connais, dans mon entourage, qui mettent de l'argent le jour de la naissance, du baptême, de la communion, de tout ce que vous voulez, ou de la Brit Mila, effectivement, dans un livret A. Je pense que mettre dans un livret A aujourd'hui pour un gamin de 0 à 18 ans, c'est une erreur stratégique. Mais ça, il faut qu'on en soit tous conscients et que pour cette réorientation, et j'insiste sur notre titre, je m'amuse
à chaque fois à revenir au titre, la réorientation de l'épargne ne passera que par une confiance, Jean-Noël l'a dit et je le redis, que par effectivement une stimulation de notre part de montrer les returns et surtout, et ça je crois que c'est essentiel, de la reconnaissance de la compétence du conseiller, comme l'a dit David et comme on y travaille beaucoup, il l'a rappelé tout à l'heure, et c'est valable avec Catherine, bien entendu, dans les réseaux de la Banque Postale ou même dans les réseaux du Crédit Agricole ou autre, pour parler des gens qui étaient autour de moi hier soir, il faut qu'on travaille sur une éducation du sales par rapport, et on a un gros défaut, et je m'arrête là, on a un gros défaut depuis quelques années, c'est de faire beaucoup de B2B, comme on dit dans le jargon moderne, et très peu de B2C. Il faut qu'on fasse plus de B2C. Alors, à tous les quatre, si vous voulez bien, on est arrivé au bout de notre entretien et de notre discussion. Deux orateurs ont dû nous quitter. Si vous voulez bien, en une phrase chacun, je commence par vous, Madame Charrier-Leflèvre, ce que vous voulez qu'on retienne de ce débat, et peut-être en plus pour vous une réaction sur la problématique assurance vie et la question qui a été posée, s'il vous plaît. Je voudrais réagir au propos d'Éric parce que je suis évidemment complètement d'accord. Aujourd'hui, on l'a posé, le triptyque qu'avait l'euro ne marche plus. On ne peut plus avoir rentabilité, performance, liquidité. Nous, on est au travail sur évidemment des nouvelles UC un peu plus sécurisées, des EMTN, des MaxNav, enfin toute une série de choses. Tout le monde travaille là-dessus. Et on voit bien la difficulté à former nos commerciaux. Et en plus, nous, on est banque assureur. L'intérêt d'être banque assureur, c'est que vous avez la surface globale, épargne financière et assurance. Mais d'essayer de donner les bons conseils et qui sachent conduire les épargnants vers une épargne plus longue, c'est vraiment la clé. Et si nos commerciaux qui maillent l'ensemble du territoire ne sont pas à l'aise pour accompagner les épargnants, je crois que ça va être compliqué. Et je terminerai en disant que je suis complètement d'accord sur le fait que ouvrir un livret A aujourd'hui, c'est daté, ce n'est plus ce qu'il faut faire. Moi, je pense que si on ouvrait un plan d'épargne en retraite pour un mineur, ça, c'est vraiment préparer l'avenir, 100% euros au départ et puis évidemment avec un taux d'UC qui diminue à l'approche de la retraite, ça serait un vrai conseil à pouvoir donner. David Charlet, Éric Pinon et Philippe Crevel, votre phrase de conclusion chacun, s'il vous plaît. Alors, je pense que ce qu'on pourrait dire en conclusion, c'est qu'il y avait une volonté avant la crise Covid de réorienter. Elle était déjà clairement là. Elle est encore renforcée avec la crise Covid. C'est-à-dire que ce besoin qu'on avait ressenti avant la crise est encore renforcé. Et si vous me permettez d'ajouter quelque chose, c'est une crise dans laquelle notre univers métier, nos métiers, sont dans une situation très différente de toutes les crises d'avant. Dans les crises d'avant, on pouvait considérer qu'une partie au moins de notre univers était défaillant. La crise était financière, la crise était tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nos métiers, nos professions ne sont en rien dans cette crise, en revanche, font partie de la solution. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très différent des crises d'avant. C'est que si quelqu'un peut aider l'écosystème et l'économie à se relever, ce sont bel et bien nos métiers et plus difficilement les autres. Et vous partagez évidemment cette opinion, Éric Pinon. Oui, totalement, totalement. Et je crois qu'on ne va pas refaire la réunion. Je pense que le plus important pour nous tous, et David l'a dit, et je peux vous assurer que je le fais avec tous, et Catherine en est témoin avec les travaux qu'on peut faire avec les réseaux et autres, c'est que tout le monde joue la transparence parce qu'il n'y aura de confiance et il n'y aura d'accès à de la réorientation d'épargne différente que quand les gens auront compris que la volatilité des marchés, que le risque de drawdown, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire de baisse significative, n'est pas si grave que ça sur longue période. Il y a des chiffres intéressants. Alors, la longue période, quand j'étais jeune, c'était 10 ans. Maintenant, la longue période, c'est 25 ans. Enfin, malgré tout, il faut se poser la bonne question. Mais je pense que notre travail à tous, collectivement, à tous nos niveaux, c'est de montrer et de rassurer, je reviens à mon expression précédente et je m'arrête là, que le client final, le C final, comme on dit dans le monde moderne, doit profiter de la transparence que le B2B a mis en place depuis des années et qui permettra aux clients d'être confiants, rassurés sur le fait que sa destination, et la réglementation MIF que David a évoqué rapidement va dans ce sens-là, le client ne sera pas trompé ou usurpé dans le futur. Et je pense que c'est ce point-là qui nous permettra de réorienter une épargne plus intéressante. Alors encore une fois, cèdre ou pas cèdre, produit nouveau, pas produit nouveau, mon objectif est de stimuler l'envie de faire du long terme.
remarquable façon de réévoquer ce fameux cèdre et le débat qu'il a suscité. Philippe Crevel, vous avez le mot de la conclusion, si vous voulez bien. Merci. Je voudrais rassurer Éric Pinon. Oui, j'ai bien compris que ce n'était pas un nouveau produit. Il m'a convaincu. Deuxièmement… Une belle enveloppe nouvelle. Voilà, c'est pas une enveloppe. Voilà. Deuxièmement, ce qu'on a bien compris, c'est que les taux d'intérêt vont rester faibles très longtemps, compte tenu du niveau d'endettement qu'on atteint au niveau des États. Donc, ceux qui pouvaient espérer, avant la crise, une remontée éventuelle des taux, là, d'un seul coup, l'horizon, il est clair, on en a pour de nombreuses années. Donc, la nécessité, évidemment, pour trouver du rendement, d'aller vers d'autres supports, ça s'imposait avant, c'est encore plus accentué avec la crise. Donc, c'est plutôt évidemment une bonne nouvelle pour le financement des entreprises, car on sait très bien qu'un des problèmes en Europe, ça dépasse la France, et d'ailleurs, il faut certainement avoir également une réflexion européenne, c'est qu'un des problèmes, c'est qu'on a une profondeur de marché qui est trop étroite en France et en Europe pour financer des PME, des startups. Et donc là, il y a évidemment une opportunité pour changer la dimension du système de financement et d'allocation de l'épargne en France. Avec cette crise, je pense qu'il faut toujours tirer les conséquences des crises les plus rapidement possible pour pouvoir rebondir mieux dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Merci. Je voudrais vous remercier, madame, messieurs, de votre participation sur ce plateau virtuel avec le DG de Tikeo et le député Jean-Noël Barrot. Je voudrais remercier tous les participants, les 130 participants qui étaient autour de présents dans cette salle virtuelle, aux 3 en particulier, aux 4 qui ont posé les questions, que je remercie aussi. Et je voudrais vous donner rendez-vous pour les 2 table ronde digitale, les 2 rencontres digitales sur la relance de l'économie, qui auront les 2 suivantes avec la thématique de la reconquête industrielle, relocalisation en particulier. Est-ce qu'il est venu ce temps de la relocalisation? Est-ce que c'est un lieu commun qu'on a jeté comme ça au grand public, ou est-ce qu'il y a une densité, une réalité opérationnelle pour les entreprises financières et aussi concrète? C'est la question que nous poserons notamment avec Marie Lebec, la députée des Yvelines, elle aussi, le 16 juillet à 10h. Donc rendez-vous le 16 juillet pour la seconde de ces 3 tables rondes. Et Laure Lechertier, un pharmacien, UPSA aussi, qui sera là. Et puis un 3e orateur que nous connaîtrons dans les heures qui viennent. Et puis enfin le 16 juillet après-midi, 1h30 après, à 11h30, notre 3e table ronde sur les priorités du plan de relance, transition écologique, du plan de relance vert. Voilà la thématique. Relocalisation d'une part, relance avec la transition énergétique que nous évoquerons. Merci à toutes et à tous et rendez-vous donc le 16 juillet, 10h puis 11h30. Merci de votre participation et à bientôt.